Euh, Tout d'abord, je vais commencer par vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui pour assister à ce webinaire. Je me présente, moi c'est Josée Desjardins de Osmo Innovation. On est super content de vous présenter le webinaire aujourd'hui en collaboration avec SourceSync. En fait, c'est eux qui ont monté le webinaire. Cynthia Bazinet et David Dacosta, qui sont tous les deux membres de SourceSync. Donc, on va vous présenter, le webinaire va traiter du recrutement en période de COVID et de la préparation de la relance. En gros, le déroulement du webinaire, David et Cynthia vont faire leur présentation. Ensuite, on va avoir une période de questions et je vous demanderai si c'est possible de poser vos questions dans la section Q&A en bas de votre écran au centre. Et donc, ils vont vous parler en fait de les différentes façons de recruter dans cette période qui est assez particulière. Ils vont vous partager des méthodes, réactifs versus proactifs, les outils, les processus d'évaluation, puis ils vont répondre à toutes questions que vous auriez. Donc, je vais tout de suite vous présenter David et Cynthia. David est maintenant associé chez SourceSync. Il a recruté pendant de nombreuses années dans des domaines ultra concurrentiels, dont les technologies de l'information, le divertissement et les jeux vidéo. Et Cynthia, elle, est passionnée d'acquisition depuis maintenant 10 ans, puis elle a œuvré dans le secteur à but non lucratif auprès de startups en croissance, d'entreprises en technologie et dans l'industrie des effets visuels et de la 3D, et tout ça à Montréal et à New York. Donc, je vais vous céder la parole. Cynthia et David, c'est à vous. Merci beaucoup, José. Bonjour à tous. Déjà, comme José le mentionnait, vous pouvez converser avec nous. Si jamais vous voulez nous interrompre, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez vraiment pas. Si jamais ce n'est pas pertinent, ne m'en voulez pas, mais on remettra les questions vers la fin du webinaire pour qu'on soit dans les temps. Mais profitez en tout cas, puis n'hésitez pas si vous avez des questions comme mentionné. Donc, juste pour vous présenter les thèmes qu'on va aborder ce matin, ça va vraiment tourner autour de comment continuer votre processus de recrutement en cette période un peu particulière, exceptionnelle de COVID. Il y a certains d'entre vous qui ont peut-être déjà l'habitude d'utiliser ces nouveaux processus, d'autres non. On va vous revenir avec des retours d'expérience personnelle de notre part chez SourceSync, mais également de la part de tous nos clients. On est chanceux d'avoir des clients dans différents types de domaines, que ce soit des très, très grosses multinationales comme des toutes petites startups de une personne. Donc, on a la chance d'avoir le pouls en ce moment de la réalité de ces différentes personnes. Donc, on va commencer avec finalement pourquoi continuer votre recrutement en ce moment. Ça fait maintenant un peu plus de 3 semaines qu'on voit plusieurs compagnies qui soit ont arrêté dû, bien entendu, à la situation où il y a un impact économique directement au sein de leur organisation ou qui ont gelé les embauches par crainte aussi, puis par transformation. Il y a beaucoup de compagnies qui n'ont pas l'habitude de travailler virtuellement, donc ils ont vécu déjà toute cette transformation en interne de switcher à la maison. Donc, on a reçu beaucoup ce type de questions. Là, je suis surpris que vous m'approchiez en ce moment quand on approche des candidats, par exemple, parce qu'il y a du Covid ou autre. Donc, il faut rester positif. Veux pas, à travers toutes les conversations qu'on a avec différents exécutifs, des patrons également, on voit que le marché change. Il y a bien entendu eu de nombreuses mises à pied. Soyons dans le bon sens du terme, soyons un peu opportunistes également. Si on est encore chanceux d'être dans une business qui a besoin de produire, qui a besoin de vendre, qui a besoin donc d'employer et qui est encore en recrutement, veut pas, c'est un bon moment pour recruter parce qu'il y a de nombreuses personnes qui sont à la maison et qui veut pas ont le temps aussi maintenant de passer ce genre de processus. Que ce soit vous-même ou des personnes que vous avez passées en entrevue, vous savez qu'à Montréal, d'habitude, c'est un marché qui est pas mal en pénurie. C'est difficile d'avoir l'attention des profils. Moi, je parle souvent de candidats passifs, parce que quand on est à l'emploi et qu'on n'est pas à la recherche, on est content, on n'a pas forcément le temps de parler avec des recruteurs. En ce moment, on est à la maison, puis on a peut-être un peu plus le temps de le faire. Donc, on le mentionne ici, il y a une certaine proximité avec le talent. Les talents, quand on les appelle, ils n'ont pas besoin de se lever et avoir une attitude un peu weird de bureau pour aller parler avec un recruteur au téléphone.
Là, ils sont à la maison, puis ils peuvent prendre le temps de parler avec vous. Donc ça, on l'encourage vivement. Puis l'autre aspect, comme je le mentionnais, j'aime pas le terme opportuniste parce que des fois, ça peut paraître un peu négatif. Mais en ce moment, il y a beaucoup de monde qui attendent qu'on les appelle pour de la job. Puis si vous avez de l'emploi à offrir, il faut en profiter. Donc, puis par rapport à beaucoup de vos compétiteurs, puis là, je ne parle pas de vos compétiteurs juste directs, mais compétiteurs du talent en général, ça peut être un bon moment de prendre de l'avance par rapport à eux parce que ça va revenir. Donc, profitez-en. En petite anecdote, j'ai même un de mes clients qui il n'a vraiment pas l'habitude de faire des entrevues virtuellement. Puis ils ont fait des entrevues en personne, mais chacun dans leur auto, dans le stationnement. Ça m'a fait rire un peu parce qu'au final, c'est un peu la même interaction qu'on a en ce moment via Zoom, mais ils voulaient créer ce rapprochement-là en personne, donc tout est possible. Je vais laisser Cynthia switcher. Oui, parfait. Bien, écoute, David, tu es sûrement d'accord avec moi. On reçoit aussi beaucoup la question de la part de nos clients ou de la part de nos partenaires. Comment est-ce qu'on adapte son processus de recrutement de façon 100% virtuelle? Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui utilisaient la vidéoconférence, par exemple, pour des candidats à l'étranger, mais à un certain moment dans le processus, on aime avoir le candidat qui vient dans le bureau, on lui serre la main, on le rencontre en personne, on crée ce lien-là aussi qui se crée beaucoup plus facilement. Donc, comment on s'adapte? Premièrement, on maximise les outils qui sont à notre disposition. Et par les outils, j'entends les outils de vidéoconférence, c'est certain. On utilise Zoom en ce moment. Il y en a des tonnes et des tonnes sur les internets qui sont disponibles pour vous, payants, pas payants, en français, en anglais, etc. Par contre, il y a une autre multitude d'outils qu'on va regarder aussi dans la prochaine slide, là, qui sont disponibles pour faire un processus virtuel qui est plus intéressant et qui se différencie. Certains de nos clients, par exemple, vont utiliser des entrevues de chat maintenant, en première entrevue. Donc, ils vont converser sur une messagerie instantanée de leur choix, que ce soit WhatsApp ou peu importe, pour discuter avec leur candidat pour une première entrevue. Surtout pour des cas où les entreprises embauchent pour des postes en service à la clientèle, par exemple, où le chat est de mise, ou bien où la plupart des communications, de toute manière, se font sur Slack, par exemple, au sein des organisations. Donc, je trouvais ça intéressant, c'est différent. Puis ça peut permettre aussi d'éviter certains biais liés à l'embauche. Donc, on le sait, quand on voit la personne en vrai, on la juge aussi sur certains aspects. On a des biais cognitifs qui soient conscients ou non. Donc, je trouvais ça intéressant dans ce monde-là. Alors, on fait aussi beaucoup d'événementiel en recrutement. On se déplace dans les universités, on va dans les foires d'emploi, etc. Je pense que là, c'est une bonne opportunité, justement. Les gens sont de plus en plus dans le monde virtuel. Puis là où on était plutôt seul dans ce monde virtuel-là, en ce moment, on l'utilise aussi beaucoup pour socialiser puis pour se connecter. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des Facebook Live, des stories Instagram pour montrer votre culture puis pour rassembler les gens dans un même endroit virtuel. Ensuite, connecter avec vos candidats. Comme je vous dis, on est tous en isolement en ce moment. On recherche ces contacts-là humains à travers le monde virtuel. Et puis, vous n'aurez pas la chance de rencontrer vos candidats en personne. Donc, c'est pour ça, connectez avec vos candidats le plus souvent possible. Donc, que ce soit un petit texto, que ce soit par courriel, que ce soit par une autre plateforme où vous avez rencontré le candidat, par exemple, sur LinkedIn ou sur GitHub ou peu importe. C'est important de créer de plus en plus de touchpoints pour créer cette relation-là. Qui se serait créé lors d'un premier échange en personne, on se serait serré la main, comme je disais, etc. Sauf que là, on n'a pas cette opportunité-là. Donc, il faut créer ce lien-là. Ça vient à mon deuxième point, qui est de ralentir son processus de recrutement aussi. Parce que les candidats, ils sont aussi dans une période d'insécurité, d'instabilité. Il y en a plusieurs qui sont à la maison avec leurs enfants. Donc, permettez-leur d'assimiler l'information que vous leur donnez. Puis réviser votre processus aussi en conséquence. Donc, on essaye souvent de faire des processus qui sont rapides, qui sont efficaces. Sauf que là, on est dans un marché qui, mine de rien, va se ralentir un petit peu. Les candidats veulent davantage d'informations sur la stabilité de l'entreprise. Les candidats veulent davantage connecter avec vous. Puis là, mais il faut connecter par des rencontres virtuelles. Donc, que ce soit un coffee chat que vous prenez avec vos candidats, une étape de plus que vous allez rajouter dans le processus pour justement leur faire rencontrer plus de personnes dans l'équipe, de les intégrer sur un channel dans votre Slack, par exemple. Ça peut être des manières de connecter puis de les intégrer un petit peu plus dans votre monde.
Ensuite, impliquer davantage les membres de votre équipe. Donc, beaucoup dans les startups, on parle de recrutement collaboratif. C'est un sujet qu'on parle depuis des années, donc d'impliquer différents membres de l'équipe jusqu'à un certain point, on s'entend. Sauf que là, encore une fois, là, je fais du pouce sur tout ce que j'ai dit. Ça va être important d'impliquer davantage les membres de votre équipe et de les structurer aussi, par contre, parce qu'on s'entend qu'un Zoom à 14 personnes, ça peut devenir vite chaotique. Donc, ça peut être une belle opportunité aussi à l'interne de rassembler votre monde puis de structurer un petit peu plus votre processus d'entrevue. Là où ça serait plus une discussion dans les temps normaux, là, il faut vraiment avoir des critères à valider en équipe puis savoir qui pose quelles questions, quoi, etc. Il faut être sensible du temps aussi, du candidat. Si tu me permets même de rebondir ici, il y a beaucoup de processus les dernières années où, oui, il y a des entrevues un peu plus formelles en équipe, mais il y a des rencontres informelles, que ce soit lors de lunch d'équipe ou des activités, des 5 à 7. Ça, on s'entend que c'est toujours possible. On voit beaucoup, d'ailleurs, nous aussi, là, on est une vingtaine chez Sourcing. On continue à avoir des lunch and learn, on continue à faire des 5 à 7 hebdomadaires, sauf qu'on le fait via Zoom. Donc, il y a toujours la possibilité d'inclure un candidat pour voir un peu comment est la vie d'entreprise au sein de votre organisation. Absolument. Excellent point. Puis ensuite, miser sur des cas pratiques. Donc, il y en a beaucoup qui le faisaient déjà, d'implanter, de demander des cas pratiques, là, des case studies qu'on dit, ou que ce soit des exercices collaboratifs aussi. Donc, de plus en plus, on va vouloir miser sur ce type d'exercice-là dans un processus virtuel, justement pour s'assurer de ce que la personne peut livrer. Parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette période-là de confinement, puis on veut savoir que la personne est capable de travailler toute seule de son côté, et self-starter, go-getter, etc. Excusez-moi les anglicismes, là. Mais ce type de soft skills-là, dans le fond, de traits de personnalité, vont être de plus en plus recherchés dans un monde où les gens travaillent un peu plus remote. Ensuite, soyez transparent. Donc, ce n'est pas le temps de faire un show de fumée, un show de boucan, etc. Donc, les gens veulent savoir vraiment où est-ce que vous êtes en ce moment dans cette gestion de crise-là. Comment est-ce que vous êtes adapté, premièrement, comment vous avez géré la crise, comment est-ce que vous prévoyez aussi la gérer si c'est à plus long terme. Il faut être transparent, il faut être candide, il faut être humble par rapport à vos lacunes en termes de travail à distance, etc. Puis je pense que ça va créer une relation beaucoup plus forte avec vos candidats aussi. Puis ensuite, partager de la documentation. Donc, pourquoi pas partager des pitch decks que vous avez faites, des présentations que vous avez faites avec les candidats. Si vous faites des webinaires dans les prochaines semaines, dans le fond, invitez-les, dans le fond, à ces événements-là pour leur permettre de connaître un petit peu plus votre brand aussi plus en profondeur. Je ne sais pas, David, si tu avais... Ouais, par rapport au partage de documentation, si jamais vous êtes inquiet sur la confidentialité, vous pouvez toujours rédiger et envoyer des NDA. Pardonne-moi, Cynthia, en anglais, la NDA, c'est... entente de confidentialité. Entente de confidentialité en français, merci. Et les faire signer à distance. D'ailleurs, comme outil, puis là, je switch un peu, là, mais tu sais, il y a des outils qui permettent de signer à distance aussi. Là. On voit de plus en plus les HelloSign ou DocumentSign popper, là, comme Zoom. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Absolument. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient des questions par rapport à ça. Mon dernier point là, par rapport à votre processus, c'est vraiment de plus que jamais, faites preuve d'empathie, faites preuve de bienveillance envers vos candidats. Ce n'est pas une situation qui est facile pour personne. Puis l'empathie aussi par rapport à l'utilisation d'outils qu'ils n'utilisent peut-être pas nécessairement. Donc, les gens ne sont peut-être pas habitués à la vidéoconférence. Donc, quand vous booquez les entrevues, assurez-vous, dans le fond, qu'ils aient toute l'information. S'ils n'ont jamais utilisé Zoom, dites-leur qu'il va falloir qu'ils downloadent un petit logiciel puis que ça risque de prendre quelques minutes. Demandez-leur de tester leur connexion, etc. Puis soyez patients aussi si la connexion Internet, parfois, coupe un peu. On utilise notre Internet personnel, là, puis on n'a pas toutes la même bande passante. Puis ça se peut même qu'il y en ait qui a des enfants à l'extérieur, derrière eux qui jouent, qu'il y a des bruits, qu'il y a le conjoint qui cherche la boîte de Kleenex, etc. Donc soyez patients puis jugez pas non plus les candidats sur ces points-là. Donc ensuite, n'oubliez pas qu'il y a un stress supplémentaire aussi pour beaucoup d'entre eux, là. Comme pour vous aussi, là, on l'est tous. Là. Donc, comme le disait Cynthia, là, faire preuve d'empathie, c'est vraiment important en ce moment. Ouais. Absolument. Puis, si on tourne ça d'un point de vue positif, qu'ils voient vos enfants ou que vous voyez leurs enfants, à la limite, ça va créer quelque chose, un lien beaucoup plus sympathique, plus humain aussi. Donc,
soyez pas aussi embarrassés de ces situations-là. Puis, excusez l'anglicisme encore, mais embrace it. Dans le fond, que les candidats vous voient dans votre réalité, ça va vous permettre de créer des liens avec eux aussi. Là, au niveau des outils, ben, on n'a pas mis d'outils précis. C'est sûr que si vous avez des questions sur des outils à utiliser, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir, mais on ne veut pas faire la promotion nécessairement d'outils, un plus que l'autre, etc. Les plateformes, une entre elles, on s'entend qu'ils ont des pour et des contre, puis ils ont des prix différents aussi. Donc, si vous voulez une shortlist, écrivez-nous, mais nous, on n'a pas de parti pris nécessairement. Donc, les outils de vidéoconférence, donc on le sait, c'est la grande mode. La messagerie instantanée, comme je vous disais, c'est de plus en plus en vogue. Les candidats aiment ce genre de lien rapide qui est créé à travers la messagerie instantanée. Puis quand je parle de multiplateforme aussi, c'est d'être là où vos candidats sont. On a tous des réalités différentes. Donc, moi, je recrute beaucoup en technologie ou je recrute des développeurs. Donc, ces gens-là sont souvent par courriel ou des fois même par message texte. Mais si vous recrutez une clientèle qui est un petit peu plus sur Messenger, par exemple, ou qui est un petit peu plus sur d'autres plateformes, adaptez-vous. Adaptez-vous aussi. Puis soyez conscients aussi que si vous recrutez dans des secteurs qui sont moins technologiquement avancés, donc assurez-vous que vos méthodes sont faciles pour faire vos entrevues aussi de vidéoconférence. Je pense à des secteurs, par exemple, la construction, où les gens, parfois, n'ont même pas accès à un ordinateur personnel, vont avoir seulement leur cellulaire ou une tablette. Donc, assurez-vous que le système de vidéoconférence que vous utilisez est multiplateforme, puis peut être utilisé justement par ces gens-là qui vont utiliser leur cellulaire. Donc, pour nous, ça peut être un peu choquant parce qu'on n'est pas dans ce milieu-là. Mais encore une fois, faites preuve d'empathie. Mettez-vous à la place de votre candidat de l'autre côté. Qu'est-ce qui est facile pour lui? Qu'est-ce qui va y enlever un stress? Ensuite, les plateformes de tests de code en ligne. Donc, c'est de plus en plus populaire pour plein de raisons, notamment que ça enlève les biais liés à l'embauche, ça donne du feedback au candidat qui est précis, qui est tangible. Mais de plus en plus, on se digitalise et puis on amène les candidats sur cette plateforme-là. Je vous dirais ce qui est super important, puis peu importe la plateforme que vous utilisez, benchmarker le test à l'interne, super important, puis valider l'expérience du candidat aussi. Mettez-vous à sa place. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça représente votre culture d'entreprise aussi? Parce que c'est ça qu'il faut valider aussi. T'sais. Ensuite, les tests psychométriques. Ça peut être intéressant aussi. Il y en a qui sont plus prédictifs, il y en a qui sont plus par rapport au comportement réel, aux forces du candidat. Nous, on n'est pas des experts nécessairement de tests psychométriques. On en a utilisé quelques-uns chez Sourcing. Donc, si vous voulez des idées, vous viendrez nous en faire part. Mais encore une fois, le test psychométrique, il faut avoir en tête que c'est un outil parmi son processus de recrutement. Ce n'est pas une finalité. Donc, on ne passe pas son jugement là-dessus strictement. Ça peut être un outil de conversation avec le candidat. Moi, je favorise toujours la transparence. Donc, partager le test, discuter des potentiels blind spots du candidat avec lui. Vous allez voir beaucoup plus la personnalité du candidat. Puis finalement, il y a plein d'outils aussi qui existent. Si vous voulez avoir des exercices plus collaboratifs, il y a des plateformes de tableau blanc qui existent. Donc souvent, on le voit dans un processus en personne où le candidat vient sur place puis fait un exercice avec les membres de l'équipe. C'est super le fun, c'est collaboratif. Donc, c'est possible de recréer un environnement du même type. Puis comme je vous dis, il y a des plateformes aussi comme Slack qui permettent de créer un channel spécifique pour des invités. Donc, invitez les gens qui font partie du processus d'embauche, puis discuter d'une problématique précise sur ce Slack-là. Puis ça va vous donner plein de cues sur le candidat, comment il interagit au quotidien avec ses collègues. Oui. Merci Cynthia. Puis en ajout à ça, en petit outil, ça paraît un peu niaiseux là, mais par exemple, Cynthia et moi, on a mis des photos de notre bureau. On n'y est pas, hein, ça est en passant, mais on a mis des photos de notre bureau, donc ça peut montrer aux candidats également à quoi ressemblent les lieux, les locaux aussi de votre organisation. Donc, si jamais vous avez des photos, n'hésitez pas, c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Excellent point. Puis finalement, n'hésitez pas, là, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est une firme de sourcing, mais c'est le temps de faire de l'affichage aussi puis de vous exposer à la communauté, de faire en sorte que les gens comprennent que oui, c'est une période difficile pour tout le monde, mais que vous continuez d'embaucher, vous continuez de grandir, vous voyez vers l'avenir, etc. Donc, n'hésitez pas à faire des messages comme ça sur LinkedIn, sur vos différentes plateformes, à mettre un petit encadré sur votre site web. Donc, on continue de penser marque employeur puis affichage dans la communauté. Oui, clairement.
Puis en lien à afficher, justement, une question qu'on a eue énormément, c'est est-ce qu'on peut continuer à embaucher, certes, mais est-ce qu'on peut embaucher? Est-ce qu'on peut faire des offres d'emploi? En ce moment, on s'est beaucoup fait questionner. Et puis nous-mêmes, on a beaucoup de nos membres qui font partie de l'ordre des ressources humaines, donc qui ont accès à ce genre d'informations. Mais en plus, on a également demandé à notre avocate de se renseigner par rapport à ça. Puis, de toute façon, en ce moment, c'est clairement légal de faire une offre avec je vous ai mentionné ici même un exemple, comment le rédiger, mais de mettre une date de début conditionnelle en fait à la suite de la crise. Donc, vous vous engagez pas à une date précise, mais vous engagez à la relance ensemble. Ça crée un lien. Autrement, ce que vous pouvez toujours faire, c'est faire tout le processus virtuellement, puis vous mettre d'accord verbalement sur une offre, puis en attendant tous les deux que quand ça va être établi, vous allez pouvoir faire l'offre. Puis pourquoi je mentionne ça? C'est pas juste de votre côté employeur, mais également côté candidat, qui peut vivre ce stress de là, j'ai un emploi, soit étant passant s'il est encore à l'emploi, mais j'ai un emploi, est-ce que je suis prêt à perdre ma stabilité en ce moment et rejoindre une compagnie que je connais très peu? Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, n'hésitez pas à vous mettre d'accord comme ça, c'est encore possible aujourd'hui. L'autre aspect qui est vachement important en cette période, surtout pour ceux qui ont le temps, même si vous n'avez pas de poste ouvert, ce qu'on vous encourage, c'est à faire du recrutement proactif. Donc, du recrutement proactif, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est de mettre en place un pipeline, un vivier de talents, sans même avoir un poste qui est disponible, mais quand même les approcher pour valider s'il y a un intérêt à discuter, en étant totalement transparent sur votre message. On est en train de préparer le retour à la normale, puis on va être à la recherche de talents comme toi. Serais-tu intéressé à un café virtuel ou autre? Mais l'objectif, c'est de déjà créer un certain contact et un engagement, bien entendu, avec ces talents-là pour le futur. Donc ça, nous, je ne vous le cache pas qu'on l'applique déjà en temps normal dans un contexte de pénurie. Parce que si on n'en fait pas, on est souvent un peu à la ramasse par rapport à nos compétiteurs. Parce que le jour où on ouvre un poste, ça prend plusieurs semaines de mettre en place toute une stratégie de recrutement, débuter sa recherche, faire les entrevues. Ça peut vraiment, vraiment être long. Que si à l'avance, on a déjà mis en place un certain recrutement proactif, le jour où vous allez avoir ce besoin qui va arriver, vous aurez déjà une certaine shortlist, puis vous pourrez les contacter directement. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place déjà avec certains de nos clients, nous-mêmes par le passé dans notre propre organisation quand on était recruteur corpo. Perso, moi, en tant qu'associé gestionnaire d'une vingtaine de personnes aujourd'hui, je le fais constamment avec les recruteurs sur le marché parce que le jour où on a besoin, il faut qu'on sache qui contacter également. Donc, je vous encourage beaucoup à mettre ça en place. Puis pour aller un peu plus loin dans l'idée, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'informations, mais pour vous l'expliquer brièvement, en fait, c'est quand faire du recrutement proactif, on appelle ça du sourcing. Pour ceux qui ne savent pas, by the way, ce qu'est le sourcing, par définition, c'est la recherche, l'identification, puis l'approche de profils passifs qu'on va convertir en candidats. Donc, le fait de le faire proactivement, comme je le mentionnais, le jour où vous êtes prêt, ça vous aidera à avoir une shortlist. Puis, qui est un candidat ou un profil qu'on peut sourcer? On se pose souvent cette question. Il y a certains profils qui sont, comme vous pouvez le voir, des postes très stratégiques et en abondance sur le marché, comme, et le prenez pas mal s'il y en a dans le webinaire en ce moment, là, mais admettons un directeur en ressources humaines ou un vice-président en finance ou même un comptable. Bref, c'est des postes qui sont super stratégiques pour une organisation, mais qui sont en abondance sur le marché du talent. Il y a énormément de personnes en finance, il y a énormément de personnes en ressources humaines sur le marché. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut quand même recruter proactivement parce que le jour où notre propre comptable, notre propre recruteur ou personne en ressources humaines s'en va, c'est tellement stratégique pour notre organisation qu'on ne veut pas ne pas avoir quelqu'un pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire proactivement. De l'autre côté, il y a des postes qui sont stratégiques et en pénurie. Si on va dans le milieu des technologies,
la majorité des postes sont en pénurie, par exemple. Mais après, d'une organisation à l'autre, il se peut que votre DevOps soit plus stratégique que dans l'autre organisation. Donc, ça c'est à vous de le définir également par rapport à votre réalité d'affaires, mais de produits ou de services. Donc, mais pour ce genre, si vous êtes en haut à droite, je vous conseille de toujours être en mode sourcing proactif. Sinon, vous allez voir des postes moins stratégiques. Puis ça, le prenez pas mal encore une fois, là, mais il y a plusieurs, dans différentes organisations, il y a plusieurs postes qui sont entre guillemets plus facilement remplaçables, surtout s'ils sont en abondance sur le marché. Donc ça, aujourd'hui, comme Cynthia le mentionnait, ça peut être bon de faire un affichage en continu. Ça coûte vraiment pas cher. Souvent, ça peut être même gratuit. Mais au moins, en plus de montrer que votre organisation est toujours en mode recrutement, ça lui fait de la visibilité également sur le marché. Puis vous, vous bâtissez un pipeline de candidatures. Ça ne sert à rien d'aller sourcer vraiment ces profils-là, puisque vous allez avoir des candidatures via l'affichage. Et ensuite, il y a des postes… Ouais, juste un petit aparté, là. Des fois, ça peut être un petit peu bizarre qu'on voit stratégique, non stratégique, parce qu'on se dit, mais tous les postes sont stratégiques dans mon organisation, etc. Tu sais, ce qu'on veut dire par stratégique, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir un impact direct sur le bon fonctionnement de la business. Tu sais. Je pense que c'est vraiment ça, là, la différence, là, parce que tout type de poste, selon l'organisation, peut être stratégique ou non. OK? Juste une petite parenthèse. Yes, merci Cynthia. Puis moi, sincèrement, ce que j'aime faire, c'est faire l'exercice avec des différents gestionnaires embaucheurs dans la même salle. c'est rarement une partie de plaisir, là, mais au moins chacun se confronte à quel point mon poste est plus stratégique que le tien, etc. Ça peut faire du bien à l'organisation des fois de mener cet exercice. Mais ce qu'on vous conseille ici, en tout cas, c'est de maintenir ce recrutement. Puis pour ceux à qui c'était réactif, donc c'est-à-dire je devais recruter pour maintenant et que maintenant c'est gelé ou c'est en pause, comme je dis, rien ne vous empêche de le faire proactivement. Au final, c'est exactement les mêmes procédures. Donc, pour vous donner quelques exemples, je vais vous donner des exemples qu'on a vécu déjà par le passé ou des exemples en cours. Je vous mentionnais, nous, par exemple, chez Sourcing, on connaissait une croissance, puis j'étais toujours en train de recruter de nouveaux recruteurs sur le marché. Les recruteurs ont dit que c'est un peu les nouveaux développeurs en ce moment, hors période de Covid, parce que tout le monde recrute, donc tout le monde cherche des recruteurs. Mais dès que je voyais quelqu'un qui sortait du lot, que ce soit dans la communauté, dans différents événements, c'est certain que je prenais le temps de lui parler, de prendre un café ou d'aller luncher avec lui. En ce moment, je continue à faire mes cafés ou mes lunchs, c'est juste que c'est virtuel. C'est important de le maintenir, c'est important de le faire. Moi, j'ai travaillé dans le gaming quelques années, puis j'ai énormément de clients puis d'amis qui sont encore dans cette industrie-là. L'exemple que je vais donner peut être assez similaire pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire en mode projet. Comme vous le savez, dans le jeu vidéo, c'est des productions de quelques années où on a besoin de plusieurs programmeurs, de différents artistes. Mais cet exemple-là peut être vrai dans des industries plus saisonnières. Ça peut être dans l'hôtellerie, même dans l'agriculture, etc. Donc, c'est de ne pas attendre le jour où vous avez besoin, finalement, pour recruter. Donc, en gaming, moi, ce que j'aimais faire, c'était toujours être en contact avec des talents sur le marché. S'ils me répondaient qu'ils n'étaient pas intéressés à discuter en ce moment, c'est que je le mettais dans mon programme de maintenance. C'est-à-dire que je me programmais dans l'année, peut-être tiens, si je lui ai parlé au mois de janvier, je vais lui faire une relance le prochain trimestre. S'il m'a dit qu'en ce moment, il était super impliqué dans telle et telle production qui allait être livrée au mois de juin, je me mettais une note pour le contacter début mai pour savoir comment ça allait, la production, s'il commençait à penser à autre chose. Donc, c'est juste d'être un peu créatif aussi. Si j'ai des amis dans le gaming qui ils envoient des jeux vidéo pendant les fêtes de ces gens-là ou à Noël. S'ils savent que ces gens ont des enfants, ils envoient des cadeaux également. Notre président chez Sourcing, lui, il a travaillé, avant de monter Sourcing, il a travaillé chez Keurig, donc le café, machine à café. Donc, c'était du B2C. Lui, il avait des machines à café et beaucoup de capsules de café. Donc, c'était facile de faire des cadeaux quasiment sur mesure pour ces candidats proactifs. Donc, peut-être juste d'être
créative, comme je le disais, par rapport à votre industrie, à votre réalité. Mais c'est possible de garder engagé ce genre de profil-là à long terme. Il faut juste ne pas oublier de le faire. Puis croyez-moi, vraiment, là, c'est comme en vente, anyway, vous allez vous démarquer si vous le faites bien. Parce que ce n'est pas tous les employeurs, ce n'est pas tous les recruteurs qui font des relances suite à des premiers contacts qui ont été faits. Ça soit même des… Puis là, je voyais déjà une question, je pense, d'Aline par rapport à comment faire du networking avec des talents plus juniors. Que ce soit des talents plus juniors, intermédiaires ou seniors, c'est possible de maintenir ce contact-là à travers différentes activités ou, comme je le disais, envoyer des touch points ou des petites notes. C'est rien que le fait de souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un parce qu'on voit que sur LinkedIn, par exemple, c'est la fête d'un tel. Croyez-moi, là, ça va marquer ces personnes-là. Puis avançons sur. Puis juste un petit feedback, il y en a qui vont dire oui, mais moi, je suis dans une start-up, je n'ai pas ces pipelines-là de 5-10 postes qui s'en viennent, etc. C'est un excellent moment en ce moment pour revoir son plan d'embauche, pour se faire différents scénarios. Puis vous allez le voir, il y a des postes clés qui vont venir, peu importe le scénario, peu importe si ça ralentit, si ça accélère, etc. C'est ces postes-là, dans le fond, que vous voulez commencer à créer des pipelines. Puis c'est la même chose que David disait. Vous faites votre pipeline, vous gardez un contact avec ces gens-là, mais vous allez voir qu'il y a des postes qui reviennent, peu importe la situation après COVID. Ouais. Avais-tu d'autres exemples par rapport à du recrutement proactif, Cynthia? Sinon, on peut… Des exemples concrets, il y en a énormément. Là, on s'entend que si vous développez un produit avec une certaine technologie, des gens qui vont travailler sur ce produit-là, il va en avoir constamment. Donc, c'est de vous monter des bases de données de candidats, de commencer à faire un mapping de compagnies aussi qui utilisent les mêmes technologies que vous. Parce que le pipeline proactif, oui, c'est avec des candidats, mais c'est aussi de bâtir sa stratégie autour, donc d'aller spotter là, les compagnies à Montréal qui utilisent les mêmes technologies. Donc, ça peut être super intéressant ça, à ce niveau-là. Ouais. Puis, n'hésitez pas d'engager vos collègues ou même les gestionnaires, embaucheurs directement. En temps normal, déjà, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais pourquoi? C'est pas mon rôle. » C'est le rôle de tout le monde de recruter. C'est le rôle de tout le monde dans une organisation de recruter. Si vous êtes recruteur, c'est certain que c'est vous l'ambassadeur numéro 1, mais c'est à vous d'éduquer aussi tous vos collègues à devenir ambassadeurs et de profiter de certains moments. Le meilleur exemple, alors sincèrement, en recrutement proactif, même s'il y a un de vos gestionnaires qui dit « Non, non, je n'ai pas besoin de ce développeur pour l'instant » ou « Non, non, je n'ai pas besoin de cette analyse financière présentement », as-tu 15 minutes ou 30 minutes par mois à accorder pour avoir une conversation d'affaires avec un subject matter expert qui pourrait être intéressé et intéressant pour ton équipe plus tard? Aurais-tu 15 à 30 minutes dans un café virtuel pour discuter de justement c'est quoi les meilleures pratiques dans d'autres organisations, qu'est-ce que lui peut t'amener? Même si tu ne recrutes pas aujourd'hui, d'une, tu te crées un nouveau contact, puis de deux, tu vas chercher du market intelligence pour t'aider toi et ta compagnie à avancer. Donc, c'est de nombreux exemples comme ça pour éduquer les gestionnaires. Puis, quand vous cumulez un café par gestionnaire ou par collègue, ça peut en faire beaucoup de cafés par mois, ça peut en faire beaucoup de cafés par année, donc beaucoup de personnes dans votre pipeline proactif. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui se monte à la légère. Là. Prenez l'exemple peut-être du tableau que je vous ai montré tantôt, celui-ci. N'hésitez pas à prendre ce tableau-là puis à dessiner avec vos gestionnaires ou vos collègues, OK, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, puis mettre en place un petit programme entre vous. Ça va vous aider réellement. Et incluez ces objectifs-là dans la gestion de performance de vos gestionnaires. Parce que ça devrait faire partie de leur objectif de grandir leur équipe, de s'assurer, dans le fond, qu'ils vont être capables de livrer en temps et en qualité. Donc, d'évaluer cette portion-là, là, ça peut être une bonne idée aussi là, à moyen long terme. C'est vrai. Donc, on arrive à la période des questions. Je sais qu'il y en avait quelques-unes dans le chat, mais si jamais vous souhaitez… je ne sais pas, José, si tu avais fait le tour aussi. Oui, en fait, je proposerais peut-être de donner la parole à Laurence qui aurait une question, si Laurence est toujours là. Et Laurence, je pense que… Oui, bonjour Laurence. Bonjour. Salut Laurence.
Donc, je ne sais pas si je vais t'expliquer ma question. Dans le fond, tantôt, vous avez parlé d'une date, en fait, conditionnelle lors de l'embauche. À ce moment-là, vu qu'il est comme embauché, mais il n'a pas commencé, est-ce qu'on l'invite au meeting quand même? Est-ce que c'est quel genre de contact qu'on peut garder avec cet employé-là, dans le fond? Oui, veux-tu que j'y aille, David? Vas-y, puis je pourrais rebondir aussi. Oui, parce que c'est une excellente question. Puis je vais te dire, Laurence, ça dépend. Ça dépend si la personne a déjà donné sa démission ou non. Si la personne a déjà donné sa démission, là, il y a un niveau d'implication où tu peux l'amener dans ton équipe, dans tes meetings, où ça risque de ne pas porter atteinte à la personne. Si la personne n'a pas donné sa démission, ce qui est probablement le cas si vous n'avez pas déterminé une date d'entrée en poste ensemble, mais à ce moment-là, moi, je vous conseillerais de garder des communications sur 2 plans. Donc, informel, où vous faites des touchpoints réguliers, dans le fond, avec le candidat, que ce soit par message texte, par courriel, un petit coffee chat une fois ou deux, une fois par semaine, par exemple, juste pour savoir est-ce que ça va, il est où son mindset, est-ce qu'il y a des questions, etc. Puis aussi de l'inclure peut-être dans vos communications un petit peu plus informatives que vous envoyez au reste de l'équipe, parce que je suis sûre que là, je ne sais pas c'est quoi ton rôle, Laurence, mais souvent les DRH ou le CEO de la compagnie vont envoyer des communications hebdomadaires sur l'état des lieux, la situation, les clients, le cash flow, etc. Donc ça peut être bien, par exemple, d'inclure cette personne-là dans ces communications-là. Fait qu'il y a comme 2 plans sur lesquels on joue, vraiment de la rassurer d'un point de vue organisationnel puis de la rassurer d'un point de vue plus émotif. Donc, ça serait mon conseil. Là, David, je ne sais pas si tu avais des choses de ton côté. C'est une bonne réponse. Puis je vais rebondir sur le sujet, mais qui englobe quelque chose d'autre. Je ne sais pas pour vous si vous avez eu à faire des mises à pied temporaires. On s'entend que pour la majorité des mises à pied temporaires qui ont été faites, c'est surtout pour, j'espère, les réembaucher quand ça va se rétablir. Nous, on a été assez chanceux jusqu'à date. On a réussi à épargner certaines mises à pied, mais ce qu'on comptait faire, ce qu'on va faire si malheureusement ça vient à être le cas, c'est de continuer à avoir ce lien avec les employés, donc les maintenir sur le Slack channel. Si, comme je disais tantôt, s'il y a des lunchs, learn, des partages. Nous, on fait des bootcamps entre nous aussi, au moins une fois par semaine. C'est de les maintenir engagés dans ces activités-là parce que, veut pas, il faut garder ce lien d'emploi, entre guillemets, avec ces employés-là qui souhaitent revenir. Puis, n'oubliez pas que parmi ces employés qui sont mis à pied, il y en a beaucoup qui vont certainement en profiter pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs aussi. Puis, ils vont certainement prendre contact avec tous les recruteurs comme nous, qui les avons approchés pendant de nombreuses années à plusieurs fois, parce que ça pourrait être un bon moment pour eux. Donc, autant pour l'expérience candidat que pour l'expérience employée, il y a des actions à faire encore aujourd'hui. Parfait, merci. Moi, j'aurais une question, en fait, pour vous, David et Cynthia. Il y a quelques entreprises en ce moment qui sont en fait en forte accélération en raison de la crise. Quel conseil vous auriez à donner à ces personnes-là, justement, pour aller chercher pour ne pas embaucher trop rapidement, parce qu'en ce moment, je veux dire, ils sont en mode urgence, mais pour embaucher les bonnes personnes? Comme le disait Cynthia, c'est certain que on peut avoir le réflexe de vouloir accélérer le processus. Je ne vous le cache pas que pour les compagnies qui sont dans des services essentiels en ce moment, c'est le conseil qu'on peut donner aussi, puis ils sont tous en train de le faire, là, d'accélérer, de rendre beaucoup plus lean leur processus. Mais ça, pour rejoindre l'argument de Cynthia, c'est très important que toute l'équipe en interne, que tous les interlocuteurs se parlent avant pour s'aligner, pour être vraiment d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, quel genre d'évaluation on veut avoir. On veut éviter tout biais cognitif, tout type de feedback inutile aussi. Quand je dis feedback inutile, on s'entend, il faut donner du feedback, mais des feedbacks basés sur des biais cognitifs. Donc, c'est important de se former si on ne l'est pas. En ce moment, tant mieux, là, il y a beaucoup de formations qui sont données. Puis, il y a des formations sur recrutement aussi qui sont à offrir, mais moi, ce que je recommande pour ces scale-up ou ces compagnies qui continuent de recruter, c'est de rendre beaucoup plus lean leur processus de recrutement.
puis de se faire confiance aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est important de se faire confiance dans ces moments-là. Puis n'hésitez pas à utiliser vos différentes ressources, que ce soit ressources techniques ou humaines. Vous avez d'autres collègues aussi qui peuvent vous aider. Ce n'est pas que le recruteur, ce n'est pas que le RH, ce n'est pas que le gestionnaire embaucheur qui peut embaucher. Si vous avez quelqu'un qui est un ambassadeur pour vous au sein de l'organisation et que vous voyez qu'il a les habilités pour mener des entrevues virtuelles aussi, n'hésitez pas à les utiliser. Absolument. Puis ça sort peut-être un petit peu du scope acquisition de talent, mais je vous dirais que dans un contexte d'embauche rapide, la gestion de la performance, une fois que la personne est entrée en poste, est encore plus importante que quand on a vraiment pris tout notre temps pour faire une embauche, etc. Donc, de faire des checkpoints vraiment réguliers avec le gestionnaire et l'employé, c'est hyper important parce qu'on ne veut pas laisser déraper des situations. On ne veut pas que la personne porte atteinte à la réputation de notre entreprise aussi également. Je vous dirais aussi dans un contexte rapide d'embauche, aller valider des références, aller faire un background check aussi, ça peut être pertinent. Puis faites affaire aussi à un fournisseur externe pour ce genre d'étape-là, ça va vous sauver énormément de temps. Là, donc, Génial, merci beaucoup. On a aussi Aline qui nous posait en fait quelques questions en lien avec le wagon, mais aussi pour un 5 à 7 virtuel. Aline, en fait, je te donnerai la parole si tu veux, si tu es toujours là et si tu veux bien. Aline. Bon, alors je vais lire une de ces questions. Elle a posé la question en fait je crois qu'elle est là. Aline, ça va être ton... Oui, je suis là. Allô, ça va? J'ai un peu d'accent français, désolée. Mais en fait, ma question, c'est que on avait beaucoup d'initiatives Happy Hour 5 à 7 pour la communauté startup en général à Montréal. Et maintenant, avec la crise, bien sûr qu'on doit rester chez nous, mais je pensais qu'on pouvait créer, un événement pour échanger. Peut-être ça serait intéressant. Ça serait intéressant. On peut peut-être lancer l'idée à Josée. Oui. On fait un petit ricochet à Bonjour Startup, mais oui, ça pourrait être super intéressant. Il y a des groupes en ligne, sur Facebook qui existent. Là, mes collaborateurs RH, il y a énormément de discussions qui se passent sur le COVID en ce moment. Et puis, il y a un nouveau groupe aussi au niveau du recrutement qui a été fait par Sandrine Théard. David, le nom m'échappe. Tu t'en rappelles-tu? C'est la source des recruteurs. Ouais. La source des recruteurs. Donc, c'est 2 groupes Facebook où il y a eu énormément d'échanges dans la communauté. Je sais qu'il y a un Slack aussi de Bonjour Startup, je pense. Que ça pourrait être intéressant de sonder l'intérêt des gens pour un 5 à 7 orienté talent, là, absolument. Oui, parfait. Merci. Puis, on parle beaucoup en ce moment d'appuyer la communauté locale, d'achat local, etc. On parle peu encore du talent, mais parce que ça paraît logique. Dans le contexte où on était, avec la pénurie à Montréal, on fait beaucoup de recrutement international, ce qui va continuer à être le cas selon moi, mais j'ai comme le feeling que dans les prochains mois, on va beaucoup plus se concentrer, et tant mieux d'ailleurs, sur le recrutement local, dont les nouveaux gradués. Donc, j'espère que les universités vont avoir des initiatives aussi en lien avec différents organismes comme le vôtre pour mettre de l'avant leurs nouveaux gradués. Puis, il y a des bootcamps qui vont continuer à se faire, il y a des hackathons qui vont continuer à se faire. C'est juste qu'au lieu de réunir les gens dans un gymnase ou dans une organisation pendant 24 heures, peut-être que ça va être allongé pendant une semaine, puis fait à distance, puis qu'on va présenter des business cases aussi. Je voyais encore le Techstars, leur démo day, là, d'habitude, c'est toujours dans des salles. Là, ils vont le faire de manière virtuelle. Donc, tout est encore possible. Il faut juste utiliser les technologies d'aujourd'hui qui sont à disposition. Puis, soyez en passant, il y a beaucoup de ces technologies-là qui offrent en ce moment des services gratuits pour ne veut pas être opportuniste, comme je le mentionnais tantôt, mais c'est une bonne chose, tant mieux pour nous. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Génial. Merci beaucoup, David et Cynthia. Je crois qu'on a fait le tour des questions qu'il y avait. J'aimerais peut-être ajouter un petit élément. On a prévu, en fait, Sourcing offre gracieusement 5 heures de coaching à des personnes qui seraient intéressées à avoir du coaching de recrutement au sein de leur organisation.
Donc, c'est vraiment pour des entrepreneurs et non pas pour des gens qui cherchent un emploi. Mais donc, c'est ça. Alors, on va envoyer un sondage. Et les 5 premiers, dans le sondage, il y a une question en lien avec ça, à savoir si vous aimeriez ou non avoir du coaching. Et les 5 premiers qui répondent au sondage et qui vont démontrer un intérêt vont donc pouvoir bénéficier d'une heure avec un des conseillers Sourcing pour les aider dans leur processus de recrutement. Donc, c'est super généreux. On apprécie vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Merci David et Cynthia d'offrir ça. C'est très généreux. Ça fait plaisir. Puis on est très ouvert aussi. Si vous avez d'autres questions qui viennent dans le futur ou quoi que ce soit, nos coordonnées vont être dans le PowerPoint qui vous a été partagé. N'hésitez pas. On est aussi sur LinkedIn, bien sûr, notre deuxième maison. Fait qu'écrivez-nous des petites questions, ça va nous faire plaisir. Puis si on peut vous rediriger vers certains de nos partenaires aussi, ils vont être super contents de faire connaissance avec vous puis de vous aider aussi, là. Nous, on fait partie d'un réseau HECO, donc qui regroupe plusieurs compagnies en ressources humaines. Donc, il y a certainement quelqu'un qui va pouvoir vous aider là-dedans. Clairement. Merci. Donc, lâchez pas. Donc, j'ai mis le lien pour le sondage dans le chat. Vous allez recevoir demain un courriel avec aussi le lien dans le courriel et la présentation PowerPoint. Et bien, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous rediriger vers la personne qui sera le plus en mesure de vous aider. Un gros merci David et Cynthia. Merci à tous d'avoir assisté. Puis à une prochaine, je l'espère. Merci à vous. Merci. Merci, bye bye.